année-là, si jeunes syndicalistes agricoles, on nous avait appris que le ministre de l'Agriculture de l'époque allait passer sous silence les problèmes de l'agriculture importants que rencontraient les jeunes. Et on a décidé de faire une manifestation. Je suis allé avec un taureau dans les couloirs du Sénat, bien avant qu'on ne parle de moi. Mais ce sont des choses qui vous ont rendu populaire, quand même. Mais je ne les ai pas fait pour me rendre populaire. J'ignorais tout à fait ça. Si vous croyez qu'à un seul moment, je me suis dit au début des années 70, au début des années 80, qu'un jour j'allais être d'abord président de Fornès, puis bourgmestre, puis cassé, puis devenir député, etc. Je ne l'ai jamais imaginé, à aucun moment. Il n'y a personne qui peut dire « Ah, mais moi j'avais programmé ça, c'est faux. » Claudia Bress. Deux mots. D'abord, c'est la première fois de ma vie que je rencontre un parlementaire, il fallait venir à Liège, qui ne pensait pas à sa popularité, à sa réélection et à travailler ses électeurs. Je dirais, j'imagine que, monsieur le député, vous avez aussi pensé aux retombées de vos actions. Ça me paraît normal, puisque c'est une démocratie représentative et que vous représentez une partie du peuple, il faut donc le séduire. Donc je ne crois pas beaucoup au discours qui consiste, je l'ai fait pour des raisons morales, sans m'occuper des retombées. Je crois qu'on passe toujours aux retombées, quelle que soit son activité, singulièrement quand c'est une responsabilité où on doit passer devant le suffrage universel. Je vous inviterai à venir suivre le travail que je fais ici sur le terrain, et vous verrez comment ça fonctionne. Mais faites aussi un travail sur le terrain pour être réélu, c'est une évidence, et je vous en sais gré, et je trouve que c'est normal. J'ai fait mon travail, c'est pour ça que je suis élu. Monsieur le député, je préfère qu'on soit réélu parce qu'on a une activité critique au service des défavorisés, ou qu'on soit reconnu comme Monseigneur Gaillot parce qu'il se cale en permanence sur les défavorisés, en étant élu comme Monsieur Le Pen, en nourrissant ce qu'il y a de pire dans l'homme, c'est-à-dire le racisme. Mais cela dit, les hommes politiques, moi qui ne suis plus un homme politique, ont besoin de reconnaissance, ont besoin d'exister, et ils y pensent en leurs actions. Un mot sur l'Église. Par rapport à ce qu'a dit Monseigneur Gaillot, moi je pense que, et y compris par rapport aux députés socialistes, je pense qu'à un moment donné, l'organisation dans laquelle on est, le positif l'emporte sur le négatif. Parce qu'on y lit les évangiles, parce qu'on les diffuse en l'État. Monseigneur Gaillot a très bien expliqué, moi je suis athée, je ne comprends rien à cette affaire. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il peut arriver un moment, et c'est pour ça que je n'aime pas la notion qu'a employée Monseigneur Gaillot de trahison, il peut arriver un moment où servir sa cause, c'est la quitter. Quand on s'aperçoit que finalement le communisme, bel idéal, belle philosophie, s'est transformé monstrueusement en son contraire, se tirer ou vivre comme une libération, son exclusion, ce qui est mon cas, c'est aussi rester fidèle à une cause. On va y revenir. Roger Noël. Oui, sur Monseigneur Gaillot, je voudrais revenir 2 secondes aussi, parce que j'ai l'impression que c'est un peu... excusez-moi, Monsieur Gaillot, mais une insoumission en petit pied. C'est-à-dire que c'est une insoumission qui démarre bien à un moment, et tout le monde vous rendra justice pour vos prises de position sur les sans-logis et aux côtés de ceux qui souffrent dans la société. Et puis d'un autre côté, c'est une insoumission en petit pied parce que il n'y a pas de critique de la hiérarchie, il n'y a pas de critique fondamentalement de l'autorité et de la structure même de l'appareil dont vous faisiez partie. Bon, tout le monde sait que, excusez-moi de vous parler un peu familièrement, mais la boutique pour laquelle travaille Monsieur Gaillot est une boutique qui ratisse large. Hein, bon, il y a toujours eu le curé qui bénissait les canons, et puis le curé qui bénissait ceux qui revenaient sur les brancards. Il y a toujours eu le curé des riches et le curé des pauvres. Alors, que M. Gaillot ait choisi sa place dans le spectre des possibilités, on est bien content qu'il ait choisi celui-là plutôt qu'un autre, mais en même temps, il n'y a pas de critique de fond sur la structure en elle-même. Et là, je voudrais peut-être jeter un élément nouveau, dans le débat, vous allez élever le débat. Non, pas l'élever, certainement pas, mais jeter un élément, c'est ce qui pour nous, anarchistes, nous paraît très très importante, c'est la relation qu'il y a entre le maître et l'esclave. C'est-à-dire que, pour nous, c'est ce qu'on appelait le discours sur la servitude volontaire, c'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de maître s'il n'y a pas d'esclave. Il n'y a pas de chef s'il n'y a pas des gens qui obéissent au chef. Et on parle de chaîne de commandement. Dans l'armée, on parle d'une chaîne de commandement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est d'étage en étage, chacun à sa place, obéit et a une parcelle. Mais il y a une responsabilité globale. Et là, je reviens, Monsieur Gaillot. À partir du moment où même si on est sans domicile fixe ou sans diocèse fixe, on fait quand même toujours partie de la grande machine. Alors d'un côté, on critique la grande machine, et on sait pourquoi, et à juste raison, et en même temps, on ne la critique pas en tant que telle, en tant que structure autoritaire, avec un chef au Vatican, qui sait tout et qui donne la vérité. On va donner la parole à Monseigneur Gaillot, bien sûr, mais tout d'abord, Roger Noël, Babar, vous permettez que je vous appelle Babar. Vous reconnaîtrez quand même que Monseigneur Gaillot, de l'intérieur, a sans doute fait plus changer l'Église que vous, de l'extérieur, quand vous manifestez contre le pape avec 32 manifestants.
évidemment, la question combien de bataillons, on peut la poser. Oui, mais je veux dire, de l'extérieur, votre impact est quasiment nul. Je pense qu'il y a des combats qui sont complémentaires. Je pense que on ne peut parler, souvent, on ne peut parler à l'intérieur d'une structure que grâce au fait qu'à l'extérieur de cette structure, il y a des fous, des minoritaires, des dissidents, des apatistes, complètement minoritaires, qui ne représentent rien à l'échelle de la réalité, qui parviennent à tirer les idées en avant. Parce qu'ils sont libres, parce qu'ils ne doivent pas faire attention à ne pas déplaire à ceci, à faire attention à l'instance du parti que je peux aller jusque-là, mais pas trop loin parce que, etc. Nous avons une chance fabuleuse par rapport aux gens d'institution, c'est que nous sommes des électrons libres, que nous sommes des francs-tireurs et que donc nous pouvons développer en toute liberté nos convictions. Jacques Gaillot, insoumis au petit pied. Je ne suis pas très grand. Pas très grand. C'est vrai. Mais je vous dirais tout simplement que les questions prioritaires pour moi ne sont pas les questions de l'Église. Et mon but, c'est pas de modifier le fonctionnement de l'Église, je dirais que j'ai mieux à faire. Ce qui, pour moi, est premier, c'est le combat de l'injustice, c'est le travail pour la paix, c'est l'environnement, ce sont les questions de la société et de l'humanité. Et c'est ça qui relativise, qui rend seconde les questions de l'Église. Puis vous savez, ce qui va changer l'Église, c'est le fait que la société change. C'est le fait qu'il y a à la base de l'Église des chrétiens qui se transforment beaucoup. Il n'y a pas de chrétiens soumis, obéissants, il y a des chrétiens responsables, qui sont acteurs, qui sont debout. Il y a aussi cette expression que vous avez prise tout à l'heure, qui est très belle, la révolte qui tient debout. Moi, je connais des gens qui ont une révolte qui les tient debout, et ça c'est formidable. Quelqu'un disait, Monseigneur Gaillot, de vous, en fait on ne lui reproche pas à Monseigneur Gaillot de parler trop, on lui reproche de ne pas parler assez de la Bible. Vous savez, c'est pas parce qu'on parle de Dieu que on annonce l'Évangile, et qu'il y a une manière de parler de l'homme qui, pour moi, souvent me parle de Dieu. Et je crois qu'il faut rejoindre un petit peu ce qui touche l'humanité, l'être humain aujourd'hui. Jacques-Philippe Leyens. Oui, je voulais intervenir en disant que bon, insoumission, ce n'est pas quelque chose nécessairement de merveilleux, et la soumission quelque chose de déplorable. Ça dépend. On peut être soumis à certaines valeurs et c'est magnifique, et être insoumis à d'autres. Mais les gens qui font, j'allais dire, profession de foi, d'insoumission, me semble-t-il, qui constituent des minorités actives dans une société, qui ont le courage de dire non, sont presque appelés à continuer à devoir dire non. Quelles que soient les retombées, ça les arrange peut-être bien. Là n'est pas le problème, mais que si on sortait de l'église, si à un moment donné on acceptait de manger dans la main, on perdrait toute crédibilité, on perdrait tout le bénéfice de... Et là, comment dirais-je, bon, il existe toutes sortes de recherches qui montrent qu'une minorité, justement, donc l'insoumission, si vous voulez, a ce résultat de faire surgir des idées nouvelles. Donc ce n'est pas la vérité qui est d'un côté ou de l'autre. Et alors, bon, moi je prends la défense un petit peu de l'Église. L'Église comme institution est là l'avocat du diable. Quand on veut sanctifier quelqu'un, bon, on est presque prêt à le sanctifier, il y a quelqu'un qui joue l'avocat du diable. Et ça me semble, et donc qui essaye de faire en sorte de trouver tous les arguments pour que la sanctification ne se passe pas, etc. Et on espère que de cela vont sortir des idées. Et mais peut-être Babar d'abord, il faut... Juste en un mot, la compagnie du diable ne me dérange absolument pas du tout, puisque je ne crois ni à l'existence du diable, ni à celle de Dieu. Mais ça n'a rien à voir. Là où je m'inscris en faux par rapport à ce que vous dites, c'est que la norme qui fait que dans ces sociétés de l'uniformisation, on porte tous les mêmes slips, on regarde les mêmes programmes de télévision, les mêmes séquences publicitaires, etc., fait que le problème aujourd'hui, c'est pas qu'il y a trop de gens qui désobéissent. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui désobéissent. C'est-à-dire que tout on n'est jamais assez insoumis. Je ne veux pas faire une surenchère à l'insoumission. Ce que je veux dire, c'est que globalement, je veux mettre en rapport la notion d'insoumission avec la notion de norme dans une société. Parce qu'on peut s'insoumettre par rapport à une autorité, on peut s'insoumettre dans un désir de responsabilité, et aussi on peut s'insoumettre contre la norme. Et la norme, c'est ce que M. Appart appelait tout à l'heure, Monsieur Tout le Monde, qui, quand on fait quelque chose de différent, regarde et dit ce n'est pas bien. Moi, j'avais noté une petite phrase avant parce que je la trouvais très très belle, et c'est en rapport. Heureusement qu'il y a des insoumis, parce que c'est eux qui font avancer l'histoire de l'humanité. Si Galilée n'avait pas désobéi à la norme, la Terre serait toujours plate.
Alors Babar, attendez, Claude Yabrès, Babar, vous avez des amis dans le public là, parce que je vois qu'il y en a qui ont arboré un t-shirt avec article 342. C'est un de vos combats d'aujourd'hui, on va y revenir tout à l'heure. Mais enfin voilà, donc vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui. Claude Yabrès. Juste un mot à Babar et à ses amis qui ont raison de manifester, c'est leur droit le plus absolu. Vous ne savez pas encore pourquoi. Non, mais je veux le savoir, mais ils ont besoin de manifester si c'est leur idée.